Alors, bonjour à toutes et tous. On va attendre les dernières admissions. Euh, voilà, mais normalement tout est bon. Euh, Bienvenue pour poursuivre ce webinaire. Voilà, je vais me présenter très rapidement. Donc, Jean-François Froger, j'anime le réseau des gestionnaires milieu aquatique Bourgogne-Franche-Comté. Parmi tous les formats que l'on propose, on a ce format webinaire. Euh, L'origine un petit peu de ce webinaire sur la PAC, deux collègues, enfin un certain nombre de collègues se sont dit à un moment donné, on n'est pas en lien forcément direct systématiquement avec ce type de problématique, ou en tout cas dans le cadre de notre activité avec de la problématique agricole, ce qui d'ailleurs en soi est, enfin voilà, en tout cas voilà, il y a des contextes métiers qui ne le sont pas tout le temps. Mais voilà, on a des territoires qui nécessitent qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça se passe. Donc, je vais faire très court. Voilà, on a sollicité Bertrand et Valérie de la Chambre d'agriculture. Ils se présenteront juste après, un petit peu plus, hein, euh, pour, euh, pour travailler sur une idée, la PAC pour les nuls. Alors, vous verrez qu'à un moment donné, le contenu est pas si simple, est pas si simple, ça va être dense. On a 1h30 devant nous. Donc, Bon, bonjour à tous. dans la Moi, je gestion. m'appelle Valérie Fusy. Je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et j'ai pour mission la veille sur la PAC, donc sur la globalité de la PAC. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on suit la nouvelle PAC et donc là, je vais vous en présenter les nouvelles modalités. Et Bertrand Dury, donc responsable du pôle environnement à la Chambre d'agriculture, service territoire. Donc moi, j'accompagne plus le volet mesures agro-environnementales et climatiques, aussi bien donc des mesures localisées sur des sites Natura 2000 que les mesures système qui sont proposées aux exploitations. Hop, je te laisse. Donc, on va regarder un petit peu le sommaire. Donc, je vais synthétiser, hein, mais on va faire un petit peu l'historique de la PAC pour que vous compreniez depuis quand elle était mise en place. On va regarder un petit peu la mise en œuvre de la réforme. On va faire la définition de l'agriculteur actif. On regardera ce qu'il y a dans chaque pilier de la PAC, puisqu'il y a 2 grands piliers, pilier 1, pilier 2, et on finira par tout ce qui est conditionnalité dans la PAC. Donc, la PAC, elle a été mise en place depuis 1957. En fait, en 1957, c'était le traité de Rome. Et la mise en place des aides, elle a été faite en 1962 avec les premières mises en place pour garantir la souveraineté alimentaire des pays de l'Europe. Donc, successivement, il y a eu 7 réformes différentes. Et donc là, on va arriver à la 7e qu'on va vous détailler tout de suite à la suite. L'agriculteur actif, ça c'est une grande notion qui est assez importante au niveau de la PAC. Il faut que chaque agriculteur ait moins de 67 ans et cotise à l'ATEXA. Sinon, ils ne peuvent pas bénéficier des aides de la PAC. Donc ça, c'est un enjeu important. Et puis après, par rapport au paiement, il y a 2 types d'exploitations qui peuvent bénéficier des paiements. Il y a les exploitations individuelles ou des sociétés individuelles. Donc là, c'est des personnes qui ont une seule part de transparence. Et après, il y a des structures comme les GAEC où là, on applique ce qu'on appelle la transparence par rapport à la valeur du capital. Et donc, pour certaines aides, ils touchent le double d'un agriculteur individuel. Donc ça, c'est une notion de transparence, on l'a affichée parce qu'elle ressort plusieurs fois au niveau de la présentation. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on fera 2 périodes de questions. On va faire déjà tout le pilier 1. On vous laissera 10 minutes de questions. On refera le pilier 2. On fera 10 minutes de questions et puis on échangera à la fin du diaporama. Là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la PAC. Donc, il y a dans le pilier de la PAC, pilier 1, il y a des aides animales. Donc, il y a plusieurs aides animales. La première, c'est l'aide bovine, donc, qui s'appelle maintenant aide à l'UGB.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide à l'UGB, les demandeurs doivent avoir au minimum 5 UGB bovins. Donc, les UGB bovins sont calculés de la manière suivante. Donc, un UGB un animal de plus de 2 ans équivaut à 1 UGB et un animal entre 16 mois et 2 ans équivaut à 0,6. Donc, les exploitations regardent à un instant T le nombre d'animaux qu'ils ont sur leur exploitation et puis sont pris en compte pour cette aide les animaux de 16 mois, de plus de 16 mois, qui sont gardés au moins 6 mois sur l'exploitation à une date de référence. Cette date de référence, elle est 6 mois après la déclaration, puisque la déclaration des animaux bovins, elle se fait entre le 1er janvier et le 15 mai. Et donc, on prend le nombre d'animaux présents 6 mois après la date de déclaration, et c'est à cette date-là qu'on va compter le nombre d'animaux. On peut aussi prendre en compte des animaux qui auraient été abattus sur l'exploitation, donc des animaux qui n'auraient pas 16 mois à la date de référence N, mais qui ont plus de 16 mois à la date N-1. Qui ont moins de 16 mois à la date N-1 et plus de 16 mois à la date N. Donc, voilà. Et il faut qu'ils soient présents 6 mois sur l'exploitation. J'ai mis le petit schéma en bas parce qu'on peut cumuler les deux, donc on additionne les deux chiffres. Je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'après, c'est un peu compliqué. Aussi, pour comprendre cette aide, il y a une notion de mâle et femelle qui sont distinguées. Donc, on a le droit de primer un mâle par mère présente sur l'exploitation. Donc, pour une mère, elle est considérée mère si elle a plus de 8 mois et qu'elle a déjà vélé. Et pour les femelles, on prime aussi les animaux de viande ou les animaux croisés viande dans la limite de 2 fois le nombre de veaux. Il faut qu'elles fassent des veaux. En fait, sur 90 jours, il faut qu'elles aient des veaux. Donc, il y a cette notion-là à prendre en compte. Donc, ça, c'est pour le niveau supérieur. Et puis, pour le niveau de base, en fait, on prime le reste des mâles s'ils ne sont pas primés au niveau supérieur. Et on va primer les femelles de type racial, viande s'il en reste. Et sinon, on va primer les femelles laitières. Pour information, donc là, il y a des plafonds sur cette aide-là. Pour la partie des UGB supérieurs, on peut primer jusqu'à 120 animaux UGB présents par part de transparence. Et on applique aussi une limite de chargement à 1,4 UGB par surface fourragère pastorale. Donc, en fonction des zones, il y a les zones ICHN ou les zones hors ICHN. C'est les céréales autoconsommées qui font la différence. En zone ICHN, on inclut la surface de céréales. Hors zone, on la déduit. Et puis, si toutefois on n'atteignait pas le plafond des 40, on peut quand même avoir une garantie primable de 40 animaux, quel que soit le calcul qu'on ait trouvé avant. Et là, il n'y a pas de plafond et on applique aussi la transparence GAEC si on est en GAEC. Pour les primes au niveau des niveaux de base, là, on est limité à 40 animaux, 40 UGB, applicables, aussi application de la transparence. Et là, il n'y a pas de condition de chargement pour cette partie-là. Pour information, on est à peu près sur 110 € par UGB sur le niveau supérieur et 60 € sur le niveau de base, sachant que les aides de la PAC entre 2023 et 2027 seront dégressives. Donc, d'année en année, le montant de l'aide va diminuer sur toute la partie animale. Ensuite, on a une aide sur les ovins. Donc là, pour bénéficier de cette aide, il faut avoir au minimum 50 brebis et au maximum 500 brebis. Donc, on a toujours cette notion de transparence qui s'affiche. Et on a des réglementations au niveau aussi, réglementation sanitaire, enregistrement de pratique qui doit se faire. Et on a cette notion de période de détention aussi, 200 jours entre le 1er février et le 31 mars.
où les animaux doivent être présents, avec un ratio de productivité par brebis de 0,5. Donc là, on est sur 21 € en 2023, plus on peut avoir 2 € de majoration par brebis et 18 € en 2027. Il y a aussi une aide qui peut être allouée aux nouveaux producteurs. Donc, celle-ci, elle peut être donnée pendant 3 ans et on est avec 6 € par animal pendant 3 ans en plus. On a une troisième aide animale sur le national, c'est l'aide caprine. Donc là, c'est pareil. Il faut aussi toujours avoir cette notion d'agriculteur actif, avoir un minimum de 25 chèvres. On peut aller primer jusqu'à 400 chèvres. On a cette notion de transparence GAEC qui s'applique aussi. On a des règles d'identification à respecter et une période de détention aussi à respecter à partir du 1er février. Puisque l'aide caprine et ovine, on les déclare entre le 1er janvier et le 31 janvier. Le montant, on est autour de 15 € par chèvre en 2023 et 14 € par chèvre en 2027. Ensuite, dans le pilier 1, on a toutes les aides végétales qui vont être incluses. Donc, la première grande famille, c'est les légumineuses. Donc là, pour pouvoir toucher l'aide à la légumineuse, il faut avoir au minimum 5 UGB présents sur l'exploitation ou alors faire un contrat avec un éleveur qui a des animaux. Donc là, c'est un montant approximatif à 150 € de l'hectare, primable. Et peuvent être aussi primées les légumineuses en mélange, donc ce qui est codé MLG au niveau de la PAC. Et donc ça, c'est une aide qui peut être versée que l'année du semis. Par contre, il faut qu'il y ait un minimum de 50% de semences de légumineuses au niveau du mélange. Ensuite, il y a les aides qui sont protéiques. Donc, tout ce qui est légumineuses déshydratées, soja, semences de légumineuses, fourragères, les protéagineux et les légumes secs. Donc, il y a certaines espèces qui sont prises en compte. Donc, j'ai mis les références à côté. Et là, on est à peu près à 105 € par hectare pour cette aide. Ensuite, il y a d'autres productions qui peuvent être aidées. Tout ce qui est blé dur, chanvre, houblon, riz et fruits transformés. Donc là, les montants sont différents en fonction de la production réalisée. Donc ça, c'est chaque agriculteur qui fait sa demande quand il fait sa déclaration PAC. Il y a une nouvelle aide aussi qui a été mise en place, c'est l'aide au maraîchage qui n'était pas connue les années précédentes et qui a été réintégrée à cette PAC 2023. Donc, il faut que les exploitants aient entre 0,5 hectares et 3 hectares maximum de SAU en maraîchage. Il y a la transparence qui s'applique et il y a certaines catégories qui ne sont pas prises en compte, tout ce qui est en pépinière, tout ce qui est culture en arboriculture, champignons, chicorées, légumes secs, pommes de terre primeurs et culture hors sol. Donc, et sinon, cette aide, elle est à 1 588 € par hectare en fonction de la transparence GAEC toujours. Ensuite, on arrive au DPB. Donc ça, c'est les fameux droits à paiement de base. C'est des aides surfaciques qui sont perçues en fonction des hectares déclarés à la PAC. Donc, cette aide, elle dépend aussi de l'historique de l'exploitation parce que historiquement, il y avait les DPU qui ont été donc ça, c'était à l'avant-dernière PAC. Et à la dernière renégociation de PAC, ça s'est transformé en DPB. Et donc, la valeur a changé. Donc, c'est pour ça que l'historique de l'exploitation est important pour ces valeurs-là. À titre indicatif, je vous ai mis le montant des DPB pour 2023 est de 127 €. Donc, c'est la moyenne nationale des DPB. Sachant que quand les exploitants laissent du terrain ou en reprennent,
il y a moyen de se transférer les DPB d'un exploitant à l'autre. Ensuite, il y a une aide, c'est sur ce qu'on appelle le paiement redistributif. Pour bénéficier de ce paiement redistributif, il faut être agriculteur actif, il faut avoir des DPB sur son exploitation, déclarer des surfaces admissibles, donc c'est déclarer de la surface PAC, et puis c'est les 52 premiers hectares qui sont primés. Donc, ils sont primés à 48 € par hectare et il y a une transparence GAEC aussi qui s'applique sur cette aide-là. Une autre aide supplémentaire, c'est l'aide pour les jeunes agriculteurs ou le paiement JA. C'est supplémentaire à la DJA, c'est une aide spécifique PAC qui peut être demandée quand les jeunes font dans leur première déclaration, on va dire. Donc, il y a cette notion d'agriculteur actif qui revient. Il y a la notion aussi de jeune agriculteur à la date de la demande de déclaration PAC. Il faut qu'il soit sur sa première année d'installation. Il faut qu'il ait fait une demande de DPB pour pouvoir bénéficier de cette aide JA. Et il peut déposer cette aide dans les 4 années qui suivent sa première demande de DPB. Donc après, il faut qu'il respecte les niveaux de diplôme, niveau 4 agricole ou niveau 3. Ou alors, il y a des notions d'attestation de fin d'études qui peuvent être prises en compte pour bénéficier de cette aide. Il faut qu'il ait aussi moins de 40 ans pour faire sa demande. Cette demande, elle se fait une fois, donc elle se fait une fois par an et elle est versée tous les ans. C'est un forfait annuel de 4 469 €. Donc, quelle que soit la surface que l'exploitant a, il touchera ce forfait de 4 469 €. Ensuite, il peut y avoir aussi une notion de transparence par rapport à un GAEC qui aurait 2 JA sur la même structure. Il peut y avoir un JA qui demande en 2023. Après, un autre JA va rentrer en 2024. Donc là, il va pouvoir aussi bénéficier de cette aide. Donc, ça fera 2 forfaits sur la même structure, mais les 2 forfaits seront touchés que pendant 4 années, puisque la première année, le JA était tout seul. Et comme c'est sur une durée de 5 ans, on ne peut pas aller au-delà des 5 années demandées. Voilà, j'ai tout dit, c'est tout bon. Et après, la dernière grande aide du pilier 1, vous en avez sûrement entendu parler, c'est les fameux éco-régimes. Donc, éco-régime, c'est pareil, c'est une nouvelle aide de la PAC. Il y avait historiquement le paiement vert qui existait. Donc, ce paiement vert a disparu et a été réparti dans les éco-régimes. Donc, les éco-régimes, pour en bénéficier, il y a 3 voies différentes et 3 niveaux de paiement différents. Donc, la première voie que l'on peut prendre, c'est la voie des pratiques. Et dans cette voie des pratiques, il faut cumuler en fait des sous-thématiques et additionner des points ou des valeurs. Donc, la première, c'est tout ce qui est surface en terre arable. Là, on a un système de points qu'on va compter en fonction de l'assolement de l'exploitation. Et pour bénéficier du niveau 1, il faut qu'ils aient 4 points. Pour bénéficier du niveau 2, il faut qu'ils aient au minimum 5 points. Donc là, on fait le compte des points. Ensuite, on additionne la deuxième partie, donc c'est tout ce qui est en surface en prairie permanente. Donc là, on va regarder par rapport à l'année N-1, on regarde ça sur une année, on prend du 1er août au 31 août, du 1er septembre au 31 août, et on regarde la quantité de prairies permanentes qui a été labourée pour être remise en pré. Et donc, si on a au moins 20% de retournement,
on va bénéficier du niveau 1. Si on a moins de 10% de retournement, on bénéficiera du niveau 2. Sachant que pour tous les niveaux, il faut 0 utilisation de produits phyto sur les prairies sensibles. Ça, c'est impératif. Et puis, dans cette voie des pratiques, il y a encore un sous-volet qui s'appelle surface en culture permanente. Donc, c'est tout ce qui est vigne, arboriculture, etc. Il faut qu'à l'intérieur de ces surfaces, il y ait des couverts qui soient implantés. Et donc, pour que les couverts comptent, au niveau 1, il faut qu'il y ait plus de 75% des surfaces en culture permanente qui soient couvertes sur leurs interrants. Et au niveau 2, il faut qu'il y ait 95% des interrants qui soient couverts. Et il faut, en fait, on empile ces piliers. Il faut que si on a un niveau 1 au niveau des terres arabes et qu'on a un niveau 2 au niveau des prairies permanentes et un niveau 1 au niveau des cultures en surface permanente, on ne pourra toucher que du niveau 1, puisqu'on prend le niveau le plus restrictif des deux pour toucher l'aide. Donc ça, c'était pour la partie des pratiques. Ensuite, on a la partie certification. Donc la certification, il y a deux grandes thématiques qui sont reprises. C'est le HVE, donc certification environnementale 2+, c'est le niveau 2 du HVE. Donc là, on est à peu près à 60 €. Et après, il y a le niveau certification HVE qui fait émarger à 80 € de l'hectare. Et dans la certification, il y a un niveau plus élevé qui est le bio. Et donc là, il faut que 100% de la SAU soit certifiée ou en cours de certification. Et là, on émarge à 110 €. Et le troisième volet, c'est les infrastructures agroécologiques qui sont présentes sur l'exploitation. Donc là, les infrastructures agroécologiques, c'est les haies, les arbres, les murets, les mares. Il y a toute une liste d'éléments qui peuvent être pris en compte. Et donc, pour avoir le niveau 1, il faut avoir au moins entre 7 et 10% d'éléments d'infrastructures agroécologiques sur la SAU de l'exploitation. Et si on a des terres arabes, il faut qu'il y ait au moins 4% sur les terres arabes. Et pour le niveau 2, il faut qu'on ait plus de 10% d'éléments infrastructures agroécologiques sur la SAU. Et il y a toujours cette notion de 4% sur les terres arabes. Sachant que dans les deux premières voies, pratique et certification, il peut y avoir aussi une bonification, un bonus haie de 7 € par hectare s'il y a plus de 6% de haies sur la SAU et s'il y a plus de 6% de haies sur les terres arables. Par contre, il y a une condition, il faut que les haies de l'exploitation soient certifiées au niveau du label haie. Donc, aujourd'hui, nous, sur le département de Saône-et-Loire, on n'a aucune certification de ce type-là. Voilà. Et puis, ce que j'ai oublié aussi, c'était dans la voie des pratiques, si toutefois il y a une des cases où il y a moins de 5% de surface totale admissible, elle est exemptée du calcul. Voilà. Et question. Donc là, on a fini le pilier 1. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Enfin, on laisse le chat. Alors oui, deux choses. Alors une première question de Zoé. Alors il y a eu un petit insert après Valérie, hein, mais bonjour, les vignes ne sont pas concernées par la PAC, ton interrogation. Si, dans la partie culture permanente. Ok. Voilà, Zoé, hein, voilà. Deuxième question, effectivement, lorsque Valérie, tu as présenté les éléments d'écorégie, mais notamment de surface en prairie permanente. Oui. Alors, c'est une question remarque. À savoir, en fait, est-ce qu'on ne favorisait pas le retournement des prairies?
puisqu'apparemment, on était bien dans un système où plus il faut retourner un certain pourcentage pour obtenir une aide. Non, c'est pas justement, c'est pas une obligation de retourner, mais Mhm. c'est justement pour limiter le nombre de prairies permanentes qui peut être retourné tous les ans par les agriculteurs. D'accord. Bah, effectivement, c'est un point qui, voilà. Une autre question concernant les surfaces en prairie permanente. Donc, est-ce que l'on regarde les retournements pour passage en culture? Non, quand on retourne pour passer en culture, ça rentre dans le carré du haut, donc surface en terre arable, et du coup, c'est exclu du calcul. Sauf D'accord, très bien. le seul bémol que je peux apporter, c'est quelqu'un qui voudrait labourer au mois d'août pour semer du soja, par exemple. La surface qui sera labourée avant le 1er septembre sera prise en compte. Très bien, merci. Voilà. On revient un petit peu sur le départ du diaporama et effectivement une notion que tu as présentée sur la transparence. Est-ce Oui. que tu pourrais nous en donner nous Alors, apporter une précision? ouais, la transparence, en fait, c'est en fonction du pourcentage détenu du capital social par les exploitants. Dans un GAEC, des fois, ils ne sont pas forcément à 50% de capital chacun. Et donc, le montant des primes est calculé en fonction du pourcentage de surface qu'ils ont chacun. Enfin, comment dire? Imaginons, je prends un GAEC à 2 avec 100 hectares de SAU. J'ai une personne qui a 40% départ et une personne qui a 60% départ. Si je fais le calcul au prorata de chacun, donc ça ferait 60 hectares pour l'un, 40 pour l'autre. Par exemple, pour le paiement redistributif, où j'ai 52 hectares qui sont primés par part de transparence, j'ai une des personnes, celle qui a 60, sera limitée à 52, et celle qui a 40 sera payée à 40. Parce que le maxi, c'est 52. Ça, c'est le Ok. paiement redistributif, si je fais un exemple. Très bien. Ça veut dire, je me permets de compléter Oui, cette interrogation, mais on fait un transfert direct du pourcentage de part par rapport à un pourcentage de surface. Est-ce qu'on ne peut pas penser que dans certaines associations de personnes, oui. en fait, quelqu'un pourrait, parce qu'il y a aussi du capital à travers d'autres formes que la maîtrise foncière, hein, que la maîtrise des terres, et on peut être sur de l'équipement ou du bâtiment. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Valérie. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir plus de parts et sans pour autant être détenteur de. On pourrait avoir 60% de détenir 60% dans une exploitation et tout compte fait être à deux, n'avoir que 50% des terres. Est-ce que ma remarque, c'est quelque Qu'est-ce que... chose de. Attends, c'est en fonction du capital social que détient chaque personne. D'accord. Ok. Après, quand on est à Donc, ouais. 50-50, ben voilà, c'est identique pour les deux, donc ils ont à chaque fois D'accord. la même Il y a. quantité D'accord. d'aide. Ok. Mais après, Excuse-moi. c'est quand Ouais. ça se décale, ils ont au prorata du pourcentage de Hmm. capital. D'accord, donc ouais, il y a une sorte de systématisme entre les parts et effectivement la possession, a priori la possession, c'est pas forcément Ben, de en la fait, possession, mais voilà, quand ok. c'est des notions de surface, Mm. on rapporte ça à la surface globale et on répartit le pourcentage en fonction de chacun. Cette Une notion. autre question, pardon, allez, oui, vas-y. Oui, juste, je voulais revenir sur les vignes. On posait la question sur les vignes. Je n'ai pas mis la diapo, mais les vignes, elles sont aidées aussi dans le cadre de l'assurance récolte. Donc ça, c'est pareil, c'est une demande qu'on fait au niveau de la déclaration PAC. Les exploitants sont obligés de faire une déclaration pour bénéficier de l'aide à l'assurance récolte, puisqu'ils retouchent 70% du montant de leur prime. D'accord, Ok, merci. merci. Voilà. Une question pareille sur vraiment un élément très général. Est-ce que tu peux nous apporter une précision sur la définition de prairie permanente sensible?
Bah ça, je peux peut-être répondre. Alors ça, c'est des prairies qui ont été identifiées par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la PAC. Alors, c'était mis en place en 2015. Donc, ça concerne que des prairies qui sont situées sur des sites Natura 2000. Alors, ça dépend des sites Natura 2000. Il y a certains sites, c'est la totalité des surfaces qui sont déclarées en prairies permanentes qui ont été retenues. Il y en a d'autres, il y en a seulement une partie. On n'a pas été mobilisé pour donner un avis sur cette cartographie-là qui a été transmise et intégrée dans le cadre de la PAC. Donc, elle sera peut-être revue à un moment donné, mais en tout cas, il faut avoir en tête que ça concerne que des surfaces qui sont forcément dans des secteurs Natura 2000. Très bien. Et, Merci Bertrand. et cette couche, elle est visible dans le dossier PAC de l'agriculteur. Et vous pouvez la retrouver aussi sur Géoportail. Il y a une couche prairie sensible. Donc, en fait, si voilà, vous localisez vos parcelles, vous zoomez, vous cochez le zonage et ça apparaît de façon colorée si c'est concerné. Donc là, par contre, si c'est classé en prairie sensible, l'exploitant a vraiment obligation de maintien de ces parcelles-là en prairie permanente. Parce qu'en zone Natura 2000, sinon, il existe un dispositif d'évaluation d'incidence, c'est-à-dire qu'on peut demander une autorisation avant de retourner la parcelle. Là, c'est une interdiction totale, donc ça doit être déclaré en prairie et maintenu en prairie systématiquement d'une année sur l'autre. Sinon, il y a des pénalités qui sont appliquées au niveau des primes PAC pour l'exploitant. Très bien, merci Bertrand. Euh, on va continuer sur deux questions et puis on reprendra la présentation. Alors, c'est une question remarque. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui décide de retourner la moitié de ses prairies permanentes peut faire de la culture, mais sans retourner l'autre moitié qui resterait en prairie permanente, alors il restera dans le niveau supérieur ou égal à 90% non labouré? Question très technique. Oui, si le reste rentre en culture, ça va repasser dans le cadre du haut. Donc après, on va calculer la surface que sur les prairies permanentes qui vont rester. Ok. La mise en place de Après, clôture. Pardon. il faut faire attention aussi parce que comme il y a la notion de points, il faut bien aller voir que tous les points sont bien dans la partie du haut et puis après dans les autres sous-classes. Parce que si imaginons qu'il y a un cadre qui a moins de 4 points, enfin je prends le surface en terre arabe, s'il y a moins de 4 points, là, il n'y a pas d'aide du tout. Pas d'aide de Ok. l'écorégion. C'est bon. Ok. La mise en place de clôture peut-elle retirer de la surface de prairie? Quelles sont les règles ou les limites? Une plaquette de la Chambre d'agriculture avait été réalisée. Est-elle mise à jour? Donc là, c'est un groupe de questions. Merci, Benoît. Alors, du coup, la plaquette en question, effectivement, elle avait été mise en place, ça doit dater de 2015. On ne l'a pas mis à jour. On avait posé la question à la DDT, savoir, parce qu'effectivement, quand il y a des aménagements en bordure de cours d'eau, notamment avec des replantations de haies ou de ripisylves, plus des clôtures, est-ce que ça fait partie intégrante de la parcelle ou pas? Alors, il faut juste avoir en tête que normalement, tout ce qui est linéaire de haies, ça fait partie intégrante de la parcelle. Donc, on a le droit de l'accumuler dans les surfaces. Donc, normalement, j'ai pas de cas en tête où il y a eu des pénalités d'appliquer ou des exploitants ont perdu des aides à cause de la mise en place de clôture et de replantation de haies sur la parcelle. Et si Très bien. du coup, il faudrait vraiment qu'on fasse le point avec la DDT pour bien, à mon avis, ça serait des problèmes de dessin de contour d'îlots de parcelles qu'il faudrait modifier, mais ça reste, voilà, c'est un rendez-vous qu'il y a à prendre avec eux pour que ça soit intégré, pour qu'ils puissent bénéficier des aides et pas perdre les aides sur les surfaces en question, quoi. Très bien. Allez, une dernière, très rapidement. Hors Natura 2000, il n'y a aucune contrainte pour retourner une prairie permanente? Non. Ok. Aucunement. Excusez-moi, si je rajoute, dans le par 6, il y a des contraintes sur les périmètres de protection rapprochés. Ah oui, dans les les zones de captages, captage. oui. Oui, oui. Alors ça, oui. Alors effectivement, il y a des zones où il y a une réglementation. Là où les exploitants ont vraiment une obligation réglementaire de maintenir en prairie des zones qui sont autour des zones à enjeu eau potable, hein. Il y a plusieurs secteurs qui sont concernés, mais c'est autour des puits d'alimentation de captage, hein. Donc là, il y a des arrêtés qui s'appliquent. C'est au niveau d'arrêtés, mais ce n'est pas une règle qui est liée à la PAC directement. Voilà. Et très bien.
C'est lié Bah, au plan d'action régional nitrate. Excusez-moi, j'ai dit PAR6, c'est le plan d'action régional nitrate. Oui, tout à fait, ouais. Et puis, alors, on va en discuter tout à l'heure, mais dans le cadre des BCAE, il y a des nouvelles choses qui vont s'appliquer à partir de 2024. Notamment, il y a une BCAE qui est sur les zones humides, qui risque de figer aussi pas mal de secteurs en prairie à l'échelle nationale. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas la carte actuellement. Et pour rajouter aussi, j'en ai pas parlé, mais le PAR7 donc, est en cours Oui. de consultation, reprend Oui. cette interdiction de retournement de prairie permanente en zone humide. Oui, c'est ça. Du coup, qui va être connecté, je pense, à la nouvelle carte de la BCAE2 sur les zones humides. Les C'est deux notre paramètres. proposition. Ouais, c'est une proposition. Ouais. Mais étant donné qu'on n'a pas encore les données sur cette carte-là, ça posait pas mal de questions à nos élus actuellement. Donc, on verra ce qui va être retenu. Ouais. Mais Oui, effectivement, oui. c'est dans le PAR7. Ouais. C'est en consultation et pour information de tout le monde, donc ça devrait être signé d'ici la fin de l'année ou tout début 2024 par le préfet de région pour application à partir de 2024. Tout à fait. Merci à vous pour ces compléments. Bertrand, Valérie, je vous propose de continuer la présentation. OK. Donc là, on va partir sur le pilier 2 de la PAC. Donc, la première aide qu'on retrouve dans le pilier 2 de la PAC, c'est l'ICHN, indemnité ou handicap naturel. Donc là, il faut aussi avoir un minimum d'UGB présent, donc d'UGB herbivore ou des porcins. En zone montagne, il faut en avoir au moins 5. Il faut avoir au moins 3 hectares de surface fourragère et ou 1 hectare de culture éligible. Et il y a une notion de revenu aussi qui est prise en compte. Donc, inférieur à 2 SMIC avec modulation, si supérieur à 1 SMIC. Et ça, c'est la zone montagne. Il y a plusieurs zones qui sont aussi prises en compte. C'est une carte, je vous l'ai mis sur la droite, c'est une carte qu'on peut retrouver sur le site de la DDT, si toutefois vous la cherchez, pour retrouver les zonages. Donc nous, sur le département, on a 3 zones. On a la zone de montagne, le Piémont et la zone défavorisée simple. Sur la zone défavorisée simple, toujours cette notion de 5 UGB herbivores et 3 hectares de surface. Le siège d'exploitation, il y a suppression du siège. Avant, il fallait avoir son siège dans la zone et puis cette notion avait sauté à la dernière PAC. Et il faut qu'il y ait aussi au moins 80% de la surface de l'exploitation qui soit inclus dans la zone pour bénéficier de cette aide. Voilà. Sachant que la zone montagne, elle avait bougé il y a 4-5 ans. Oui. L'aide supplémentaire sur le pilier 2, c'est l'aide à l'agriculture biologique. Donc là, c'est les gens qui se mettent en conversion. Donc, ils peuvent bénéficier d'aide en plus en fonction des surfaces qu'ils mettent en bio. Donc, je vous ai mis les tarifs sur toutes les cultures, sachant que sur les céréales, l'aide avait été augmentée parce qu'on était à 300 et on est passé à 350 € par hectare. Donc ça, c'est pendant 5 ans, les gens bénéficient de cette aide bio. Voilà, alors en complément, maintenant, on va aborder la partie mesures agro-environnementales et climatiques. Donc là, du coup, c'est des mesures qui sont proposées aux exploitants sur la base du volontariat. Donc, il existe différents types de mesures. Donc, il faut juste avoir en tête qu'on a un panel de mesures qui est sélectionné à l'échelle nationale dans le cadre du plan stratégique national. La région, en fait, fait un premier tri pour sélectionner les mesures qui seront ouvertes au niveau régional. Et après, c'est chaque porteur de projet, donc sur une zone Nature 2000, sur une zone à enjeu eau potable, qui va déposer en fait les mesures qui souhaitent ouvrir sur le territoire en fixant un certain nombre de critères. Donc, il peut y avoir différents types de mesures. On a des mesures qui sont localisées, donc à l'échelle d'une parcelle, qui peuvent même concerner des éléments linéaires ou des éléments plus ponctuels comme des arbres ou des mares, par exemple. Donc, ça, c'est le premier type de mesure. Le deuxième grand type de mesure qu'on peut avoir sur ces MEC, c'est les mesures système. Donc là, on est vraiment sur un engagement à l'échelle de l'exploitation, où on reviendra dessus, mais il faut engager minimum 90% des parcelles.
Et le troisième type de MEC, c'est les MEC forfaitaires. Donc là, on a une somme fixe par exploitation et où on s'engage, par exemple, à protéger les races menacées, l'amélioration du potentiel des pollinisateurs. Il y a également une mesure sur la transition de pratique qui va être ouverte prochainement par la région. Donc là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, sur les mesures localisées, donc c'est chaque porteur de projet qui sélectionne les mesures qu'il souhaite ouvrir. Donc, il y a des mesures d'absence de fertilisation, de retard de fauche, par exemple, sur des sites Natura 2000, et qui essaie de chiffrer, en fait, en fonction des surfaces qu'il a sur son territoire, le pourcentage des exploitations qui vont à peu près s'engager dans le dispositif. Donc, il y a une première enveloppe qui remonte au niveau d'une commission régionale qui tranche, en fait, la sélection des territoires et la distribution, en fait, la redistribution de l'enveloppe. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Donc là, vous voyez que les mesures localisées sur le département de Saône-et-Loire que j'ai pris en exemple, ça concerne surtout des sites Natura 2000 et quelques champs captants avec des mesures qui sont plus ciblées sur l'eau. Voilà, au niveau des MAE, où est-ce que je ne vous ai pas indiqué? Donc, il y a des MAE qui vont être ciblés sur les éléments de biodiversité, des MAE qui vont être ciblés sur les enjeux eau, et également des MAE sur les sols et sur les enjeux climat, principalement. Sur les mesures système, donc les mesures qui étaient ouvertes à l'échelle nationale, qui ont été reprises au niveau régional, il y en a 3 grands types de mesures. Donc, il y a un premier type de mesure qui va concerner les exploitations qui ont plus de 70% de surface en herbe. C'est la mesure qui s'appelle PRA2, c'est les systèmes herbagers et pastoraux. En gros, l'ancienne prima d'herbe qui correspondait dans l'ancien dispositif MEC à la mesure qui s'appelait SHP, système herbagers et pastoraux, donc qui est devenu aujourd'hui PRA2 dans les sigles. Donc ça, il faut disposer à l'échelle de l'exploitation de plus de 70% de surface en herbe. Donc on y reviendra, là il y a des obligations de résultats par rapport à cette mesure-là. Le deuxième type de mesure, c'est plus pour les exploitations qui sont en polyculture élevage. Donc là, c'est pour des exploitations qui ont entre 40% et 70% de surface en herbe à l'échelle de l'exploitation. Donc là, c'est une mesure qui s'appelle bien-être animal, autonomie foragère. Et on a des obligations à respecter, notamment en termes de surface en prairie et des surfaces en maïs, notamment, qui sont à pas dépasser à l'échelle de l'exploitation. Et le troisième type de mesure qui a été ouvert à l'échelle de la région, c'est une mesure système qui concerne les systèmes de grande culture, qui s'appelle zone intermédiaire. Et là, il fallait minimum avoir plus de 80% de culture à l'échelle de l'exploitation. Voilà, donc très rapidement, alors ces mesures-là, ces mesures système ont été portées par la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire sur le département de Saône-et-Loire. Principalement, il y a pas mal de chambres là, qui ont porté ces mesures-là sur les autres départements. Et puis la mesure zone intermédiaire a été portée par la Chambre régionale, pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc sur la mesure système herbager et pastoraux, donc vous voyez, c'est la même mesure à l'échelle régionale, mais qui a été portée par les différentes chambres d'agriculture. Donc on est sur un contrat de 5 ans. Si l'exploitant souhaite s'engager, il faut qu'il engage minimum 90% de ses parcelles en pâturage permanent, donc toutes les parcelles qu'il a codées dans le cadre de la PAC en prairie naturelle permanente. Et c'est une aide qui est plafonnée à 8 000 € par exploitation et qui rémunère les exploitants à hauteur de 88 € par hectare et par an. Avec transparence pour les GAEC, donc c'est-à-dire s'ils sont 2 dans le GAEC, ils auront le droit à maximum 16 000 € à l'échelle de l'exploitation. Donc pour pouvoir y prétendre, faut détenir à l'échelle de l'exploitation plus de 70% de surface en herbe. On va chercher, et il y a un niveau de chargement également qui est à respecter, donc il faut que l'exploitation dispose d'un chargement supérieur à 0,2 UGB par hectare de surface en herbe, et un chargement, alors ce qui pose problème c'est celui-là, surtout c'est inférieur à 1,4 UGB unité gros bovin là, par rapport aux surfaces en herbe. Alors, sachant qu'on n'est pas sur les mêmes valeurs que ce que vous a indiqué tout à l'heure Valérie, c'est-à-dire que tout ce qui est bovin de moins de 6 mois compte 0,4 UGB, ce qui n'était pas intégré forcément dans les valeurs que vous a présentées tout à l'heure Valérie. Donc, ça fait vite augmenter le chargement. Et il y a beaucoup d'exploitations qui ne sont pas éligibles et qui dépassent les 1,4 voilà, sur le département. Voilà, et après, par rapport à ça, l'exploitant va s'engager à identifier sur son parcellaire. Il faut qu'il identifie 30% de surface cible. Donc là, c'est des surfaces sur lesquelles il va s'engager à mettre 0 fertilisation minérale. Et en plus, en cas de contrôle, on devra trouver des plantes indicatrices qui vont prouver en fait le mode de gestion extensible de la parcelle. Donc, on a des listes en fait qui ont été travaillées avec le Conservatoire botanique par petites régions biogéographiques. Et le contrôleur, en cas de contrôle, donc, va traverser la parcelle, faire un transect et devra trouver
C'est 4 plantes indicatrices sur chacun des tiers de la parcelle pour que la parcelle soit bien éligible, sinon ça générera des pénalités pour l'exploitation. Donc voilà, alors je ne rentre pas trop dans le détail de toutes ces plantes, il y en a pas mal, ça dépend aussi des petites régions biogéographiques dans lesquelles on se trouve, mais minimum l'exploitation doit engager 30% de ses prairies permanentes. La deuxième mesure, donc la mesure bien-être animal, autonomie foragère, donc on est sur le même zonage. Alors le zonage qui est en blanc sur le parc du Morvan, elle n'a pas été déposée, cette mesure-là. Ils avaient déposé la mesure système herbager et pastoraux, mais pas la mesure bien-être animal, autonomie foragère, pardon. Donc on est toujours sur un contrat de 5 ans, nécessité d'engager 90%, donc là des terres arables et des prairies permanentes à l'échelle de l'exploitation, et le niveau de rémunération, donc il y a 3 niveaux de mesure, va varier entre 121 € de l'hectare jusqu'à 233 € de l'hectare. Donc dans les obligations à respecter, donc là on doit avoir moins de 70% de surface en herbe. On ne doit pas dépasser alors un chargement. Alors, ce n'est pas le même chargement que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on était sur les surfaces en herbe. Là, on est sur les surfaces fourragères. Donc, du coup, ça peut intégrer le maïs en silage. Par contre, du coup, on va ramener le nombre d'UGB sur l'exploitation sur ces surfaces-là. Et le chargement à pas dépasser, c'est 1,2 à l'échelle de l'exploitation. Donc, c'est relativement faible. Il y a beaucoup d'exploitations qui ne pouvaient pas rentrer dans les critères sur le département de Saône-et-Loire. Alors ensuite, suivant les niveaux 1, 2, 3, il faut disposer sur l'exploitation d'un minimum au niveau 1 donc de 40% de surface en herbe, 50% au niveau 2, 60% au niveau 3. La surface en maïs sans silage à pas dépasser, c'est 10% au niveau 1, 5% au niveau 2 et il ne doit plus du tout y en avoir en niveau 3. Et dès la première année donc de l'engagement, donc il y a des obligations au moins à coder des surfaces en prairies permanentes. Donc il faut avoir minimum 20% au niveau 2 et 20% pour le niveau 3 également. Alors là, vous avez les montants. 121 € de l'hectare pour le niveau 1, le niveau 2, 177 € de l'hectare et le niveau 3, 233, sachant que ces mesures-là ont été plafonnées de façon différente, c'est-à-dire c'est plafonné à 8 000 € par exploitation pour le niveau 1, qui est moins contraignant quand même, le niveau 2, 10 000, et le niveau 3, le plus contraignant, 12 000 € par exploitation, avec transparence pour les GAEC. Vous avez remis également les obligations à respecter. Donc, il y a quand même des obligations, notamment sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, aucun traitement phyto sur au moins 90% des prairies permanentes au niveau 1. Même chose en niveau 2, plus interdiction des traitements phyto sur au moins 90% des prairies temporaires pour le niveau 2. Et même chose pour le niveau 3. Pour le niveau 2, en plus, il faut disposer d'un plan prévisionnel de fertilisation, c'est-à-dire que pour l'exploitant, on devra localiser son parcellaire, identifier les cultures, chiffrer les besoins de chacune des cultures en fonction des types de sol. Et du coup, l'exploitant aura des règles à respecter par rapport à la fertilisation à pas dépasser, par rapport à son objectif de rendement sur chacune des parcelles. Et pour le niveau 3, donc, il y a des limitations de la fertilisation azotée qui sont à 50 unités d'azote par hectare et par an sur 90% des prairies permanentes. Ils sont obligatoires à respecter. Il y a également une mesure monogastrique pour les élevages qui a été ouverte à l'échelle régionale. Donc, on est toujours sur un engagement de 5 ans. Alors, cette mesure-là va concerner plus les élevages de volailles et tout ce qui est élevage porcin. Donc, l'aide, elle est plafonnée à 2 700 € par exploitation et par an pour tout ce qui est volaille. Et pour les systèmes de porcs naisseurs, donc 2 700 € par exploitation. Et porcs naisseurs engraisseurs, 5 200 € par exploitation. Avec un maximum de surface de 5 hectares pour les porcs naisseurs et de 7 hectares pour tout ce qui était porcs naisseurs engraisseurs. Voilà, et la dernière mesure qui a été ouverte à l'échelle régionale, donc la mesure système, c'est la mesure zone intermédiaire, donc avec 2 niveaux, une mesure qui s'appelle zone intermédiaire grande culture et une qui s'appelle zone intermédiaire polyculture élevage. Donc les montants des indemnisations varient, on a 92 € de l'hectare pour la mesure grande culture et 69 pour système polyculture élevage. Donc il faut avoir plus de 80% de la SAU en culture pour la mesure grande culture. Sinon, on bascule dans le niveau polyculture élevage.
Et on va essayer de favoriser la mise en place de cultures dans cette mesure-là à bas niveau d'intrants. Donc, je vous avais remis la liste en fait de ce qu'on appelait culture à bas niveau d'intrants dans cette mesure. Donc, c'est tout ce qui est sarrasin, chanvre, sorgho, tournesol, soja, lupin, prairie temporaire, tout ce qui est association de légumineuses et culture bio. Donc, il faut avoir minimum 20% dans la mesure grande culture et 30% dans la mesure polyculture élevage, zone intermédiaire. Donc là également, il y a des obligations à respecter. Sur au moins 90% des terres arables, avoir au moins au cours des 5 ans, donc une rotation. Donc ce qui est imposé, c'est une culture d'hiver, une culture de printemps, une culture à bas niveau d'intrants et 2 années de légumineuses. Sur au moins 90% des terres, donc il y a interdiction de la même occupation du sol, donc d'une année sur l'autre. Donc il y a une rotation qui est obligatoire. Et dès la 2e année, donc localiser de façon pertinente les infrastructures agroécologiques que vous a présentées Valérie, en localisant de façon pertinente notamment les jachères, les haies, par exemple, qui devraient être plantées, tous ces éléments-là. Voilà, alors du coup, cette mesure-là va un peu plus loin que les règles de la PAC. On y reviendra tout à l'heure. Donc, il y a des règles à respecter, notamment au niveau de l'entretien du bocage qui est interdit du 15 mars au 15 août. Donc là, cette mesure-là, elle va un peu plus loin. Absence d'intervention sur les haies, obligatoire entre le 15 mars et le 31 août. Absence d'intrants sur les infrastructures agroécologiques, ce qui paraît quand même logique. Participer, voilà, il y a des réunions d'échange qui sont obligatoires pour les exploitants et puis un enregistrement des pratiques. Donc, la dernière mesure qui pour l'instant n'a pas été proposée aux exploitants, mais qui va s'ouvrir cette fin d'année ou plus tard tout début d'année prochaine, c'est une mesure forfaitaire qui est proposée par la région, qui va rémunérer à hauteur de 3 600 € par an, les différentes exploitations. Donc, il y a différents pôles qui sont proposés. Il y a soit une stratégie phytosanitaire, donc là où l'objectif va être une réduction des indices de la fréquence des traitements herbicides et hors herbicides d'au minimum 30%. Donc ça, c'est le premier choix qui sera possible. Il y a soit un engagement au niveau des bilans carbone sur l'exploitation, avec une amélioration du bilan carbone de l'exploitation d'au moins 15%, si on s'engage à la mesure. Et la dernière mesure va concerner tout ce qui concerne autonomie protéique en élevage, avec l'amélioration suivant différents critères. Donc là, pour l'instant, personne ne s'est engagé dans cette mesure-là. Elles ne sont pas encore ouvertes. Elles devraient l'être prochainement. Voilà, alors pour toutes les exploitations, avant de pouvoir s'engager, ce qui était obligatoire donc, cette année, en 2023, c'est que toutes les exploitations qui ont souhaité s'engager ont dû rencontrer l'animateur du PEC, donc, qui a déposé le projet avec les mesures, pour réaliser un diagnostic d'exploitation, ce qui a permis de vérifier en fait les critères d'éligibilité de l'exploitation pour savoir s'il rentrait ou pas dans les clous pour pouvoir s'engager et s'il était en mesure de respecter le cahier des charges. Donc, tous ces diagnostics ont été transmis en fait à la DDT qui sont en train d'instruire les différentes demandes. Et pour toutes les personnes qui seront reçues, donc les engagements vont partir du 15 mai de cette année et partiront pour 5 ans. Et ce qui est nouveau également dans le dispositif, c'est que toutes les exploitations qui seront retenues dans le dispositif MEC vont devoir suivre une formation obligatoire d'une journée, ou alors ça peut être une demi-journée, mais généralement ça sera une journée, au cours des 2 premières années. Donc ces formations-là ont déjà débuté, elles sont réalisées par les animateurs des PEC, mais elles vont être obligatoires pour que l'exploitant puisse percevoir l'aide par rapport à l'ME. Voilà, du coup, sur les aides du 2e pilier, on peut peut-être prendre aussi une séquence de questions maintenant, avant d'engager la dernière partie de la présentation. On vous a perdu. Ah bon. Jean-François, on ne t'entend pas. Ouais. On n'a pas de retour. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, donc l'ordre en dit, là, j'ai juste fait une petite remarque, mais je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat de l'agence de l'eau. En fait, c'était juste une remarque dans le sens où on avait eu très peu
d'engagement d'agriculteurs, polyculteurs, éleveurs sur le département de la Haute-Marne, justement à cause de la notion de chargement maximum sur les mesures système herbagers et pastoraux et bien-être animal et autonomie fourragère. Je pense que est-ce que c'est quelque chose qu'on constate dans d'autres départements? En tout cas, voilà, ça a bien bloqué. On n'a Alors, aucun dossier qui a pu être déposé. Alors sur ce point-là, alors du coup, il y a eu pas mal de discussions parce que les seuils en fait n'étaient pas fixés à l'échelle nationale. C'est chacune des régions qui a fixé les niveaux de chargement à respecter dans le cadre de cette mesure. Donc il y a eu pas mal d'échanges entre les élus et puis la région pour fixer ces critères-là. Alors c'est vrai que en tout cas, le critère de 1,4 au niveau du chargement à l'échelle des exploitations, ça limite quand même vraiment beaucoup, dans le sens où on prend en compte les bovins entre 0 et 6 mois, ce qui n'est pas le cas dans les autres calculs du chargement. Donc, généralement, quand ils nous disent qu'ils ont un chargement de 1,4, c'est plus par rapport à l'ICHN qu'ils connaissent. Ouais. Et là, du coup, il faudrait quasiment être plutôt autour de 1,2 par rapport au chargement ICHN pour que ça corresponde à un chargement de 1,4 dans le cadre des MEE. Alors, c'est vrai que c'est vraiment les exploitations les plus extensives qui peuvent rentrer dans le dispositif. Alors, ceci dit, il y en a quand même eu beaucoup côté Saône-et-Loire. On a réalisé 480 diagnostics. Sur les 480, ils ne seront pas tous. Alors déjà, il y en a il y en a au moins une bonne cinquantaine qui ne peuvent pas prétendre à la mesure parce qu'ils dépassent les critères. Mais on sait déjà que sur ces 480, il devrait y en avoir à peine, un peu plus de 200 qui devraient être validés cette année parce que les enveloppes ne seront pas suffisantes pour valider les suivants. Oui. Oui, parce qu'alors avant, dans l'ancienne mesure, oui, ça c'est important, dans l'ancienne mesure système herbager de 2015 jusqu'en 2023, on était sur un chargement qui intégrait en fait les surfaces en maïs, en silage qui pouvaient rentrer dans la SFP. Et là maintenant, on est vraiment sur un chargement par rapport aux surfaces en herbe. Donc ça fait augmenter également leur chargement à l'échelle de l'exploitation. Et on a eu cette remarque-là aussi sur la Haute-Marne. Mais du coup, c'est vrai que voilà, on a essayé de faire porter des PAEC par la Chambre sur les captages d'âge en particulier. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. C'est le retour que je peux vous faire sur ce département. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on enchaîne avec la dernière partie. Alors, il y avait d'autres questions dans le... Je ne sais pas, parce que je crois que Jean-François... Je sais pas si vous m'entendez à nouveau? Oui, bon. Excusez-moi, un petit peu le même problème qu'au tout début, à 9h15, 9h20. Vas-y, Ludie. Non, mais j'allais reprendre les questions du chat, en fait. Vas-y. Eh bien, on a une question de Mathieu de l'Épage-Point. Dans le cadre d'un projet de reméandrage de cours d'eau avec une emprise sur une borne enherbée, est-ce que l'Agri peut perdre une partie de ses aides PAC? Ah oui, là du coup, oui, clairement, si le dessin de l'îlot va changer, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment la limite de la parcelle qui va dessiner. Alors, ce qu'il va pouvoir intégrer, c'est s'il y a une surface en haie, par exemple, ou la nouvelle bande enherbée, ça pourra faire partie de sa parcelle. Mais toute la surface qu'il va perdre, qui va réintégrer pour l'espèce de bon fonctionnement du cours d'eau, de l'autre côté de sa parcelle, ça, c'est des surfaces sur lesquelles il va perdre notamment les DPB que vous a présenté Valérie tout à l'heure. Pareil, il y a un exploitant qui est en bordure de cours d'eau, je prends l'exemple de la Loire chez nous qui érode quand même pas mal, ou le Doubs par exemple, les surfaces qui tombent dans le cours d'eau, c'est des surfaces qui sont modifiées chaque année au titre de la PAC. L'exploitant a l'obligation de modifier ces surfaces-là, et les surfaces qui disparaissent, c'est des sommes en moins qu'il perçoit par rapport aux surfaces qu'il déclare, quoi. Après, je vais juste revenir sur les DPB. Il ne les perd pas tout de suite l'année où il va faire sa déclaration. En fait, les DPB, ils peuvent s'activer pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, il peut les garder dans son portefeuille. Et s'il retrouve une surface compensatrice, on va dire, sur une autre parcelle, il peut réactiver la surface qu'il n'avait pas déclarée l'année d'avant. Très bien, merci Valérie. Est-ce que la question de Charline avait été traitée? Donc, pour un projet de restauration, il est prévu la création d'une mare, d'une roselière et la plantation d'une ripisylve sur une prairie. Quel impact sur les aides du premier pilier? Et d'après ce que vous avez évoqué, l'exploitant peut ne pas modifier le contour de son îlot PAC.
Est-ce que c'est bien ça? Y a-t-il une surface maximum? Ben, il n'y a pas d'impact sur les aides PAC en tant que telles, Non. que, en fait, ça dépend du dessin de l'îlot. Donc, si ces éléments sont à l'intérieur du dessin, parce qu'il y a des calculs de pourcentage d'éléments, ce qu'on appelle des surfaces non productives, SNA, c'est en fonction de ces éléments qu'on va calculer si c'est déduit ou si c'est intégré à la parcelle. Mais normalement, il n'y a pas forcément d'aide en moins. Il y a un pourcentage, je crois. Bah, c'est un calcul de pourcentage dans chaque parcelle en fonction des éléments présents. Alors, voilà, il peut y avoir des rochers, enfin, les haies sont plus ou moins considérées. Il y a un nombre d'arbres minimum. Les rochers, ça dépend de la surface du rocher. Les mares, ça dépend de la surface des mares. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Et chaque parcelle a des pourcentages d'aide en fonction de ce qu'il y a comme élément dans la parcelle. C'est ce qu'on appelle les zones de densité homogène ou ZDH. Et ça, c'est des répercussions aussi pour les surfaces qui sont engagées en MAEC. Donc, il y a des mesures, notamment dans les territoires où on est sur des pelouses calcicoles, par exemple, qui sont fermées. Donc là, du coup, il y a des calculs par rapport aux surfaces fermées qui peuvent être prises en compte. Donc, l'exploitant qui engage une surface de, je sais pas, 10 hectares, mais sur les 10 hectares, s'il y en a seulement 2 hectares de verts, et ben, au début, il va toucher l'aide que sur les 2 hectares qui seront verts. Sinon, les hectares qui sont enfrichés, ben, il va percevoir l'aide une fois que ça sera réouvert. Très bien. Ok, bien noté, Benoît, pour l'idée de l'écrit. L'idée, pardon, pour tout le monde, l'idée, un écrit, faire un petit verbatim, faire un élément en lien avec les questions et les réponses qui ont été présentées. Bien noté pour ça. Je vous propose que l'on poursuive. Donc là, on va faire la dernière partie en fait de la PAC, c'est toute la conditionnalité. Donc dans cette conditionnalité, il y a 3 grandes thématiques, on va dire, les BCAE, bonnes conditions agricoles environnementales. Donc il y en a 9. Ensuite, il y a tout ce qui est ERMG végétal et ERMG animal. Donc ça, c'est tout ce qui est enregistrement de pratiques sur les animaux et les végétaux. Ce qu'il faut aussi avoir en tête pour les agriculteurs et puis pour vous qui travaillez avec les agriculteurs, c'est que la conditionnalité, si elle n'est pas respectée sur l'ensemble de l'exploitation, ça peut mettre à mal le montant des aides PAC perçues et du coup, ça peut leur diminuer leurs aides s'ils ne respectent pas une de ces BCAE. Donc voilà, ça peut commencer à 1% et puis après, ça peut faire plus sur l'ensemble des aides. Donc, ça peut vite faire des sommes conséquentes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebalayer toutes les BCAE une par une. Donc, la première, c'est le maintien du ratio des prairies permanentes sur la SAU. Donc, il y a une année de référence qui est 2018. Ce ratio, il est calculé à l'échelle régionale. Et donc, il faut que le ratio annuel ne descende pas en dessous des 95% de la référence. Si toutefois une exploitation, elle descendait au-delà, il y a un système d'autorisation dès qu'il y a 2% de baisse du ratio de référence et du coup, ils peuvent obliger les agriculteurs à remettre en herbe certaines parcelles. Donc là, dans cette BCAE-là, toutes les exploitations sont concernées, même les exploitations en bio. La BCAE 2, ça c'est la fameuse BCAE qui met la protection des zones humides et des tourbières. Donc c'est une nouvelle BCAE qui est apparue. Elle n'existait pas dans l'ancienne PAC et elle va rentrer en application normalement au 1er janvier 2024. Les zones, il y aura des zones à prendre en compte, mais Bertrand va vous en parler parce qu'il y a une carte qui est en définition. Il faut juste aussi que je vous précise que la conditionnalité, en fait, elle est mise en place du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Et une déclaration PAC, on l'a fait entre le 1er avril et le 15 mai.
Donc, voilà, il y a des notions de date qui sont différentes en fonction de ce qu'on fait. Voilà, alors du coup, ce qui n'est pas évident pour cette BCAE, c'est que, alors d'une part, déjà, il y a la cartographie, elle n'est pas connue. Alors, il y a les ministères, en fait, ont travaillé à l'élaboration d'une cartographie nationale des zones humides et des milieux humides que vous connaissez peut-être et que vous pouvez retrouver sur alors, le site zonehumide.org. Et en fait, vous avez les deux cartographies qui sont accessibles. Donc ça, c'est un travail qui est assez récent, hein. La validation de ces cartes-là, elle date du début d'année. Il y a eu un colloque de restitution. La question, c'est que ces cartes-là, en gros, aujourd'hui, c'est des cartes de probabilité. On sait que du coup, si les zones qui sont les plus bleu foncé, par exemple, le système, il est fiable à hauteur de 75%. C'est-à-dire qu'il y a quand même 25% quasiment d'erreurs en fonction des situations. Donc là, les ministères agriculture et environnement sont en train de voir si effectivement ils partent sur cette cartographie-là en sélectionnant seulement les zonages sur lesquels il y a aucune inquiétude, on est forcément en zone humide, en supprimant les autres secteurs, aussi ils prennent une autre stratégie. Donc là, pour l'instant, on n'a pas été forcément consulté au niveau du réseau. En tous les cas, ça devrait arriver très prochainement et cette carte devrait obligatoirement sortir au plus tard pour le 1er janvier l'année prochaine pour savoir quel secteur, quelle surface sur lesquelles elle va s'appliquer. Par contre, l'autre point qu'on ne vous a pas indiqué également, c'est que dans cette BCAE, on n'a pas le contenu des obligations. Alors, est-ce que ça concernera uniquement du non-retournement? Ça, du coup, je pense qu'à minima, ça devrait être ça. Mais il peut y avoir également d'autres interdictions, interdiction de drainage, de brûlage, voilà, des choses qui pourront être ajoutées. Ça, on n'a pas non plus la liste des pratiques qui est actuellement interdite sur ce futur zonage. La BCAE 3, donc ça, c'est l'interdiction de brûler les chaumes. Donc, ça, c'était une BCAE qui était existante, qui continue d'exister. Il y a juste une dérogation pour des raisons phytosanitaires. Donc, ça, c'est la seule dérogation possible pour pouvoir brûler. Ensuite, il y a la BCAE 4. Donc, ça, c'est la fameuse BCAE des bandes tampons le long des cours d'eau. Donc, c'était l'ancienne BCAE 1. Et donc, pour les cours d'eau, il n'y a pas de changement. On est toujours sur une bande tampon supérieure ou égale à 5 mètres. Donc là, il y a interdiction d'utilisation de produits phyto et de fertilisants minéraux et organiques. Donc ça, c'est la carte des cours d'eau de référence qu'on va voir après. Et par contre, dans la nouvelle PAC, il y a une interdiction aussi sur tout ce qui est fossé, canaux d'irrigation et autres canaux aménagés. Donc là, il faut aussi implanter une bande tampon. Donc la distance de la bande, c'est la distance réglementaire de la ZNT. Donc c'est minimum 5 mètres. Voilà, mais bon, après, il faut regarder sur les produits, en fonction des produits. Et donc, il y a interdiction d'intrants, donc phyto, fertilisants minéraux et organiques. Donc, il n'y a pas d'obligation d'enherbement. Ça peut être une bande qui peut être cultivée, qui peut être présente. Il peut y avoir du labour, du pâturage, de la fauche, mais il ne faut pas qu'il y ait utilisation de produits sur cette bande-là. Alors, sur ça, ce qui n'est pas évident, c'est qu'actuellement, il y a deux cartographies. Donc, je vous ai repris la cartographie qui est à gauche, c'est la cartographie des BCAE. Donc, en gros, les cours d'eau qui sont concernés pour les exploitants, ce qu'on appelle cours d'eau dans le cadre de la PAC, c'est tous les cours d'eau qui sont identifiés en trait continu sur les cartes IGN. Plus, donc il y a un arrêté qui date de 2015 qui identifie, alors pour chacun des départements, les cours d'eau supplémentaires, qui sont généralement des cours d'eau en pointillés nommés pour la plupart. Donc, en gros, pour le département, à cette carte-là, donc qui correspond au trait pointillé nommé, du coup, il faudrait rajouter tous les écoulements en trait continu. Alors, pour un exploitant, effectivement, il connaissait, quand on lui dit cours d'eau, pour lui, ça correspond à la PAC, et donc c'est forcément ces cours d'eau BCAE. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a une deuxième carte qui est en cours de réalisation, qui est déjà bien avancée avec les services de l'État, que vous pouvez retrouver sur le site de la DDT, qui est la carte des cours d'eau au sens de la police de l'eau. Et cette carte-là, elle est beaucoup plus complète. Donc, c'est les vrais cours d'eau au sens de la police de l'eau, de sa définition. Donc, il faut qu'il y ait un écoulement continu. Voilà, il y a plusieurs critères à respecter. Mais du coup, cette deuxième carte, c'est sur cette carte-là que s'appliquent notamment les zones de non-traitement et les distances. Donc, en fait, ils doivent intégrer quand même les deux cartographies. Alors, on espère qu'à terme, il y aura une seule et même carte. C'est bien l'objectif. Donc, c'est la carte en cours de réalisation dans les différents départements qui devrait être reprise dans le cadre de la PAC.
Mais c'est pour ça que souvent, sur le terrain, ça explique certaines confusions. Les exploitants, pour eux, ils ont en tête les cours d'eau BCAE. Donc, quand on parle de cours d'eau, c'est ces cours d'eau-là qu'ils connaissent où ils ont obligation de mise en place de bandes enherbées. Et donc, parfois, ça peut générer certaines questions ou problèmes sur le terrain, d'incompréhension. Ah oui, il y avait un autre point. Ça, c'était par rapport à la question qu'on a eue tout à l'heure, hein. Donc, sur ces linéaires-là, en fait, de cours d'eau BCAE, il y a une obligation d'implanter, comment on voulait expliquer, une bande enherbée de 5 mètres. Donc, pour les projets, en fait, dans le cadre des contrats de rivière qui peuvent concerner, je ne sais pas, des modifications, du reprofilage de cours d'eau, modification de la pente. Donc ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de pénalité particulière pour les exploitants. Et à savoir que cette bande-là, elle peut être soit du coup enherbée, soit du coup arborée, ou ça peut être une haie qui peut être plantée ou une ripisylve. Il n'y aura pas de répercussion. En tout cas, du moment que la largeur des 5 mètres est bien respectée avec l'absence de fertilisation sur ces surfaces-là et absence aussi de travaux, ça concerne. Donc, par exemple, un exploitant qui aurait, je ne sais pas, potentiellement un projet de travaux, de remblai, de drainage ou de construction, en tous les cas, il y a interdiction d'intervention sur cette bande de 5 mètres en bordure du cours d'eau. Ensuite, la BCAE 5, donc ça, c'est la gestion du labour, réduisant les risques de dégradation des sols. C'est par rapport aux pentes. Donc, le travail, il y a interdiction de travailler les sols gorgés d'eau ou inondés. Et si la parcelle fait plus de 10% de pente, il y a interdiction de labour entre le 1er décembre et le 15 février. Ou alors, il faut labourer perpendiculairement à la pente ou avoir une bande végétale d'au moins 5 mètres de large en bas de la parcelle. Ensuite, la BCAE 6, donc ça, c'est l'interdiction de sol nu durant les périodes sensibles, l'hiver. Donc, au niveau il y a deux zones. Donc, ceux qui sont hors zone vulnérable, donc c'est ces gens-là qui n'étaient pas forcément au courant, puisque la zone vulnérable était déjà au courant par rapport à ces interdictions. Ceux qui sont hors zone vulnérable, il faut qu'ils aient une couverture végétale pendant au moins 6 semaines. Donc après, ils choisissent ce qu'ils veulent mettre dessus. C'est compris entre le 1er septembre et le 30 novembre. Donc ça, c'est l'agriculteur, quand il fait sa déclaration PAC, qui déclare sur quelle période il veut choisir ces 6 semaines. Et au niveau des couverts, c'est soit des couverts semés, soit des repousses, du mulch, des cannes ou des chaumes. Par rapport à la zone vulnérable, les règles, elles restaient identiques à ce qui était historiquement présent. Donc, il y a présence d'un couvert végétal, il y a des respects de date d'implantation et de destruction, et il y a un respect de couvert aussi qui est autorisé. Donc ça, les gens qui sont en zone vulnérable, ils sont plutôt au courant. C'est ceux qui sont hors zone vulnérable qui n'avaient pas trop cette notion de couverture l'hiver. Au niveau des jachères, les règles, elles restent identiques. Il y a semis ou présence d'un couvert au plus tard le 31 mai. Et sur les surfaces restées agricoles après arrachage, vignes, vergers ou houblonnières, c'est pareil. Il faut qu'il y ait présence d'un couvert au maxi le 31 mai. Ensuite, il y a la BCAE 7 et c'est l'histoire de la rotation des cultures. Dans cette BCAE 7, il y a 2 critères qu'on va regarder. Il y a un critère annuel et un critère pluriannuel. Pour le critère annuel, on va regarder au niveau de l'exploitation que chaque année, il y ait au moins 35% de surface de terre arable qui change de culture principale. Donc, il faut que la culture principale soit différente que de la culture de l'année précédente, N-1, ou si toutefois l'exploitant ne peut pas changer de culture, il faut qu'il implante une culture secondaire. Donc, cette culture secondaire, elle doit être implantée entre le 15 novembre et le 15 février. Elle peut être variable, elle peut être en fauche, elle peut être pâturée. Il y a une liste de cultures réglementaires nationales qui a été éditée. Par contre, tout ce qui est canne de maïs, chaume, mulch et repousse, ça, ce n'est pas considéré comme des cultures secondaires. Donc, il faut bien que l'exploitant il ait ça en tête. Et après, il faut qu'il vérifie aussi le critère pluriannuel parce que sur les 4 années de rotation, là,
2023-2025, enfin même 22, il faut qu'il y ait au moins 2 cultures principales différentes présentes sur l'année, donc N, N-1, N-2, N-3, ou s'il ne peut pas mettre de cultures différentes, il faut qu'il implante des cultures secondaires. Donc ça va se regarder, il faut qu'il le regarde au fur et à mesure de ses assolements et qu'il vérifie bien qu'il soit dans les clous pour cette conditionnalité-là. Dans la BCAE 7, c'est pareil, quand il y a un échange entre exploitants, il faut que l'exploitant qui reprenne la parcelle ait l'historique de ce que l'ancien exploitant a fait, parce qu'il peut être pénalisé sur ces années qui vont être mises en place. Par contre, il y a des exemptions pour les personnes qui ont moins de 10 hectares de terres arables, plus de 15% de terres arables en légumineuses ou plus de 75% de terres arables en PT plus autres fourrages herbacées plus jachère, ou pour les gens qui ont plus de 75% de PP, PT, fourrage. Et par contre, les parcelles conduites en bio aussi sont exemptées. Donc, il y a quand même des critères d'exemption pour cette BCAE 7 sur les rotations. La BCAE 8, c'est justement la gestion des éléments topographiques. Donc là, c'est pareil, il faut que sur les exploitations, elles aient un minimum de surface non productive. Donc les surfaces non productives, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est les IAE, les éléments du paysage. Donc quand il y a des terres arables, il faut qu'il y ait au moins 4% d'éléments non productifs sur les terres arables. Et sinon, il y a un autre critère qui peut être pris en compte pour les gens qui font des cultures dérobées. Là, il faut 7% d'éléments non productifs sur les terres arables. Et il faut que le coefficient des cultures dérobées, c'est un coefficient de 0,3. Et donc, il faut qu'il y ait, en fonction de la culture et de l'implantation, il faut faire le calcul pour vérifier qu'il y ait bien tout ça. Et si toutefois, on compte les dérobés ou les plantes qui fixent l'azote, il faut quand même qu'il y ait 3% d'éléments improductifs sur l'exploitation, donc en jachère ou en éléments paysagers. Il y a toujours les mêmes exemptions de tout à l'heure, donc par rapport au pourcentage de terres arables inférieur à 10 ou plus de 75% d'herbes sur l'exploitation. Par contre, là, les exploitations en bio n'ont pas d'exemption, donc elles doivent respecter ces conditions. Sur les éléments topographiques, donc il faut bien maintenir les haies. Donc le minimum d'une haie pour la PAC, le maximum, c'est 10 mètres de large. Donc on considère ça comme une haie. Un bosquet, y compris ceux de moins de 10 arts, c'est considéré comme bosquet. Et les mares, c'est moins de 50 arts. Il y a la notion de taille de haie et d'arbres qui est interdite du 16 mars au 15 août. La BCAE 9, donc celle-ci, c'est interdiction de retourner les prairies sensibles. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec Bertrand. Il n'y a pas de changement, c'est toujours interdit. La cartographie, donc c'est la cartographie que vous a présentée Bertrand tout à l'heure. Les agriculteurs peuvent le vérifier dans leur dossier PAC et souvent, c'est les gens qui sont en site Natura 2000, donc qui savent à peu près très bien si leurs parcelles sont classées ou pas. Et là, tout le monde est concerné, même les exploitations en bio. Donc, la petite remarque de Bertrand, il l'a dit tout à l'heure, donc dès qu'il y a des prairies sensibles à retourner, il faut faire une étude d'incidence pour voir si c'est autorisé ou pas. Bah, prairies sensibles, on n'a pas le droit, mais c'est toutes les prairies en zone Natura 2000. En zone Natura 2000. Ou effectivement, sur le département de Saône-et-Loire, mais sur d'autres départements aussi, il y a une évaluation d'incidence qui est systématique et obligatoire. Donc, avant de retourner une prairie permanente, l'exploitant est obligé de demander l'autorisation qui a renvoyé auprès des services de la DDT. Ouais. Dans la conditionnalité aussi, il y a un nouveau volet qui a été intégré, c'est la dimension sociale. Donc, à partir du 1er janvier 2023, elle a été mise en place. Donc, du coup, c'est l'inspection du travail qui va être chargée de ce volet-là et ils vont vérifier donc, toutes les conditions d'emploi et de travail des travailleurs, toutes les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, et aussi toutes les prescriptions par rapport à la sécurité, à la santé des travailleurs et à l'équipement que peuvent avoir les travailleurs. Donc ça fait un peu peur au niveau des agriculteurs parce que bon, ils savent qu'ils ne sont pas forcément encore dans les clous.
Donc, nous, on essaye de les emmener vers cette dimension sociale et à les aider pour être au mieux. Ensuite, ça, c'est les exigences des ERMG. Donc, ça, c'est pour le végétal. Il faut qu'il y ait il y a des prescriptions par rapport à la politique communautaire sur l'eau, les pollutions, la conservation des oiseaux, les habitats naturels. Il y a des choses à ne pas détruire. Donc, par rapport au végétal, il y a tout un tas de choses où les agriculteurs ne peuvent pas intervenir. Donc ça, c'est pour le végétal. Et on a la même chose pour tout ce qui est réglementation animale. Donc les agriculteurs doivent respecter aussi certaines choses pour leur élevage. Donc il y a toute une partie identification qui est sortie de la conditionnalité, mais qu'ils doivent quand même respecter. Et par contre, tout ce qui est protection des animaux, les normes minimales pour les porcs, tout ce qui est protection dans les élevages, donc tout ça, les agriculteurs doivent être en totalité respecter ces conditions, sinon attention aux aides PAC qui peuvent être rognées. Voilà, on en a fini pour la présentation avec Bertrand. Donc, si vous avez encore des questions, on est là pour y répondre. Je voulais juste souligner que je ne suis pas toute seule sur la PAC. J'ai ma collègue Annabelle Letreau qui s'en occupe. Donc, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle était en réunion à l'extérieur. Donc, voilà. Merci. Donc, c'est vraiment métronome. Enfin, vous êtes parfait, quoi. Enfin, enfin, bref, ne perdons pas de temps pour la fin. C'est une question. Est-ce qu'il y a une exception de brûlage pour les chaumes de chanvre? Une exception pour les chaumes de chanvre. Oui, une question de Sandrine Vatinel. Ça dépend de quel BCAE c'est, parce que bon, quand c'est marqué chaume, ça peut être respecté. Si elle reste en place, de toute façon, il n'y a pas de travail sur la parcelle. Ok, eh ben, peut-être qu'on voilà. Bon, en tout cas, voilà, il y a un premier niveau de réponse. Voilà. Au niveau des services de l'État, qui pourrait nous renseigner sur les mises à jour des cartographies ZH? Est-ce que les inventaires de terrain seraient susceptibles d'être pris en compte ou est-ce qu'il s'agit seulement de la carte PAC? Alors, du coup, sur les inventaires de zones humides, il y a le site Cigogne à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté qui centralise normalement tous les inventaires qui sont connus voilà, et accessibles. Donc, normalement, toutes les infos sont centralisées à ce niveau-là. Alors, les services de l'État, les ministères, en fait, avaient récupéré toutes les bases de données existantes pour centraliser toutes ces infos. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'il y a trop de méthodologies différentes en fonction des inventaires. Donc, ils n'ont pas souhaité partir sur cette carte-là, notamment pour l'application de la nouvelle BCE2. C'est pour ça qu'ils ont lancé le travail à l'échelle nationale d'élaborer une cartographie avec une méthode homogène, avec les critères voilà, homogènes qui ont été appliqués partout. Par contre, en l'état, pour l'instant, il n'y a pas eu de réunion de travail. On sait qu'au niveau du réseau Chambre d'agriculture, la tête de réseau, donc Chambre d'agriculture France, doit être associée pour donner un avis et doit participer aux réunions de travail. Pour l'instant, voilà, il n'y a rien eu depuis le début d'année. Ça devrait arriver très prochainement, mais c'est les seules infos que j'ai pour l'instant. Très bien. Ben, on se permettra aussi de revenir vers nos collègues avec qui on travaille, le pôle milieu humide, avec Manon et Cécile, pour croiser ça. Allez, la dernière, si les couverts sont, enfin l'avant-dernière, si les couverts sont implantés avant le 1er septembre, ils doivent tenir 6 semaines à partir du 1er septembre. Oui, c'est ça. Ils Ok. définissent, en fait, l'agriculteur définit une période à partir du 1er septembre. Donc, il faut, là, s'il considère que c'est à partir, même s'il l'a implanté avant, la période démarrera au 1er septembre. Donc, Et alors, c'est lui qui définit, de toute façon. Dans sa déclaration très PAC, bien. il coche la date. Alors, je pensais vous livrer une dernière question, mais qui est une question par mail par rapport à un collègue qui suit sur la chaîne, mais je pense que je vous la livrerai puisque la question s'est étoffée. Il y en a 6. Ouais. Donc, voilà. Mes excuses, Julie, pour que le traitement ne se fera pas en direct. Écoutez, voilà, merci. On arrive à la fin. Je voudrais revenir sur, voilà, vraiment, merci Bertrand, Valérie, et puis indirectement Annabelle. Juste dire, voilà, merci pour votre réactivité.
vous avez tout de suite accepté de participer. Merci encore. Merci encore pour le boulot fourni. Il y aura encore peut-être un petit peu de boulot par rapport à cette idée des interrogations et le fait de les fixer justement noir sur blanc. Euh, voilà. On va donc traiter des éléments a posteriori. Euh, voilà, donc je sais pas, Valérie Bertrand, peut-être aussi un petit mot conclusif ou... Bah non, juste dire s'il y a des questions hein, qui arrivent même après le webinaire, bah, n'hésitez à nous les transmettre. Voilà, on vous renverra les éléments de réponse qu'on peut fournir, hein. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, Merci à vous pour votre sollicitation. Et... bah, non, non, c'est plutôt nous. Voilà. Et puis, voilà, vous avez tous pu voir à un moment donné un petit peu ce côté très technique. Et je pense qu'ils, voilà. Alors, on a dépassé, à mon avis, le simple cas de la PAC pour les nuls, parce qu'il y a des choses, il y a des niveaux d'information qui ont été très précis. Mais bon, l'objet pour nous, enfin, je vous le redis aussi, peut-être un petit propos, mais complémentaire, c'était vraiment de ne pas non plus arriver à une simplification. Voilà, on est tous des technicos, donc à un moment donné, on se rend bien compte aussi de toute la technicité qu'il y a derrière ces différents volets. Voilà, et puis donc une première partie plus générale et aussi une deuxième partie qui nous intéresse fortement, notamment avec les BC, quoi. Enfin voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, bah, écoutez, on va clôturer.